Eh bien, bonjour à tous. Bonjour au docteur François Thibault qui est avec nous aujourd'hui, donc qui est dentiste de profession. Bonjour Hicham, bonjour à tous. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, nous sommes toujours sur la chaîne, donc sur Pharmabiote. Aujourd'hui, j'ai invité donc le docteur François Thibault pour plusieurs raisons. D'abord pour son parcours que je trouve vraiment intéressant, qu'il va nous partager, et deuxièmement pour son engagement actuel, et puis enfin et surtout euh, et aussi pour parler donc du microbiote buccal, puisque effectivement il est dentiste et qu'il est donc spécialisé à ce niveau-là. Il va nous partager donc sa vision des choses. Alors la première des choses, donc effectivement, docteur, c'est que j'aimerais que, bon, on se tutoie déjà dans la vie, donc on va continuer. J'aimerais que tu nous parles, s'il te plaît, donc de ton parcours qui est quand même pas banal et de ce que tu fais actuellement. Voilà, alors j'ai été 30 ans dentiste libéral en cabinet, dans mon propre cabinet, et j'ai volontairement fermé mon cabinet fin 2020 pour me consacrer à la prévention bucco-dentaire strictement, partant du principe que je ne trouvais plus vraiment de sens à mon activité. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de faire un petit peu toujours la même chose, de remplir des tonneaux percés, de gérer les conséquences de plein de mauvaises habitudes hygiéniques, alimentaires, et de ne plus du tout trouver de sens à ça, être dans la réparation, la reconstruction systématique pour tout le temps les mêmes raisons. Alors, j'ai décidé d'aller voir ces raisons-là et, euh, et d'en parler et de ne plus parler que de ça. Hein, donc, d'être à la cause sur tous les domaines qui peuvent influencer la bouche, partant du principe que la bouche, c'est la porte d'entrée du corps, Tout à fait. la plus importante dès le début jusqu'à la fin. Et les causes influentes sur la bouche, mais aussi sur la santé générale, sont colossales. On commence, et on va en parler certainement un petit peu après, on commence à dévoiler pas mal de choses sur le sujet qui montrent bien que la bouche a une responsabilité colossale, énorme dans tout un tas de pathologies générales. Et jusqu'alors, c'était complètement ignoré. Voilà. Donc moi, je m'adresse au grand public. L'idée, c'est de vulgariser le plus possible. C'est de faire en sorte que la prévention devienne un état d'esprit. C'est aussi l'idée de parler des dents dans l'enthousiasme et la joie, si on peut dire, hein, faire en tous les cas en sorte que ça ne soit plus un sujet anxiogène. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup le terme l'état d'esprit de la prévention, où la prévention devienne un état d'esprit. Ça, c'est vraiment très important. Effectivement, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je sais que toi aussi, et c'est important. Et donc, du coup, quand on parle donc de la bouche, on parle de porte d'entrée. Donc, du coup, en termes donc de santé globale, quels sont les tips, quelles sont les choses à faire pour effectivement faire en sorte que l'alimentation qui passe par cette bouche soit la plus préparée possible pour la suite. Ben, c'est déjà avoir la conscience des choses, hein, avoir la conscience que sa bouche est la porte d'entrée. Et puis, je rajouterais à propos de la prévention que la prévention ne se décrète pas. La prévention n'est pas un ordre. Hein, c'est vraiment quelque chose que l'on va faire sienne, qu'on va choisir, qu'on va installer dans son quotidien, du moment où on fait ses courses à l'hypermarché en poussant son caddie, jusqu'au moment où on fait son sport, hein, et en passant par la salle de bain et en passant par les médicaments qu'on prend. Voilà, il y a plein de d'items à vérifier. Alors, ta question est précise, mais ma réponse est, est d'une vastitude. Je pourrais t'en parler pendant. La vastitude, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler.
je pourrais t'en parler pendant des heures, Ouais, évidemment, et faire plusieurs interviews comme ça en t'en parlant. bien sûr. Pour faire court, évidemment, l'alimentation a de l'importance et on va éliminer le sucre et on va éliminer l'abus de protéines et on va éliminer le lait de vache qui, je le dis souvent, est bon pour le veau, mais pas pour des humains qui ont fini leur croissance et qui, en plus, consomment un lait qui n'est pas de leur espèce. C'est choisir des aliments le plus frais possible, c'est faire attention aux cuissons, c'est ne pas consommer trop de choses acides, c'est être dans la variété, c'est être dans l'apport de légumes frais, de fruits frais, évidemment, ça on le sait, hein, les fameux 5 fruits et légumes. Euh, c'est euh, c'est installer du bon sens dans ce que l'on mange, c'est éviter les produits ultra transformés qui sont pleins d'addictifs et d'exhausteurs. Hein. J'avais même lu une étude qui avait été faite par le magazine Que Choisir, il me semble, il y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, qui démontrait, analyse à l'appui, que les céréales pour enfants étaient plus salées que les chips. Ah oui, carrément. Voilà. On arrive aujourd'hui à des monstruosités alimentaires qui n'ont plus de sens. C'est aussi manger des aliments de saison, c'est privilégier les circuits courts, mais tout ça ne se décrète pas. Il faut en prendre conscience et puis il faut dire que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'écologie, mais il y a une écologie dont on ne parle jamais, c'est celle qu'il y a là-dedans. Hmm. Et c'est l'écologie à privilégier. Alors, l'alimentation, l'hydratation, hein, choisir des bonnes eaux, hein, vérifier le pH des eaux qu'on utilise. Si possible, éviter l'eau du robinet qui a un pH plutôt acide, qui est souvent hyperchloré. Petite parenthèse aussi, les médicaments type antibiotiques, antidépresseurs, oestrogènes ne sont pas filtrés. Donc, on les reconsomme, encore une fois, ce que je trouve assez insupportable. Si on a besoin de médicaments, ok, on les prend. Bien sûr. Si on n'en a pas besoin, ça flingue tout le système. C'est bien mâché. Je suis obsédé par la mastication. Alors justement, ouais, je voulais qu'on en vienne là-dessus, ouais. La mastication. La mastication, c'est énorme. La digestion commence dans la bouche. Dans la salive, il y a des petits sécateurs qu'on appelle des amylases. Ce sont des enzymes qui, en même temps que l'on mâche, des deux côtés et le plus dans le fond possible, la salive prépare le bol alimentaire au bon travail par l'estomac et donc à la bonne assimilation par l'intestin. Donc la mastication donne le temps aussi, si on mâche correctement, et il faut mâcher au moins 20 fois un aliment qu'on porte à la bouche. Et 20 fois, ça va vite. Hein, ça peut paraître beaucoup, mais ça va très vite. Donc, en mâchant lentement, ça donne aussi le temps à l'estomac d'informer le cerveau qu'il arrive à satiété. Si on mange trop vite, sur le bout d'une table, n'importe comment, on se remplit. On ne mange pas, on se remplit. Et on se remplit souvent beaucoup trop par rapport à nos besoins de société ultra sédentaire aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, quand on mange, effectivement, donc la mastication est importante. Je crois qu'il y a, on dit qu'il faut à peu près 20 minutes pour que le corps, ou que l'organisme ou le cerveau sache que effectivement on est à satiété. Et donc c'est pendant ces 20 minutes-là, il faut les passer en ce qu'on appelle en alimentation en pleine conscience, c'est-à-dire que il faut pas Exactement. passer son temps à regarder un portable, ou regarder une télé ou non, il faut vraiment s'occuper de ce qu'on mange. Est-ce que tu peux nous confirmer tout ça? Absolument. C'est exactement 20 minutes, le temps nécessaire de l'information entre l'estomac et le cerveau. C'est être vraiment présent à ce qu'on mange, mais
ce que je disais tout à l'heure, ça démarre très tôt. C'est être présent et en conscience quand on fait ses courses. C'est être présent et en conscience quand on se prépare à Entre manger. parenthèses, les courses, c'est pas qu'au supermarché, hein, parce que on sait, C'est pas on le sait très bien supermarché. qu'au supermarché, il y a malheureusement beaucoup de produits transformés, voire ultra transformés. Et je vais juste rebondir sur les exhausteurs de goût dont tu parlais tout à l'heure. On sait maintenant de façon certaine, puisque c'est l'OMS qui l'a édicté, hein, excusez du peu, que l'aspartame est considéré aujourd'hui comme cancérigène possible. Donc, Absolument. à bon entendeur, voilà. Voilà. Hein, avec des influences effectivement cancérigènes sur l'intestin et le côlon. Voilà. Donc, Hein, comme le ça, au moins, côlon, c'est dans la partie terminale de l'intestin, c'est la partie de l'intestin qui va récupérer l'eau de l'alimentation pour la remettre dans le corps. c'est ça. Hein. Donc, Donc, effectivement, voilà. Aujourd'hui, je confirme. plus on mange sain, mieux c'est. Voilà. Donc, effectivement, Voilà. je partage complètement cette vision, hein, tout à fait. Petite parenthèse sur l'aspartame, effectivement, donc c'est un produit chimique, totalement chimique, qui donne bonne conscience quand on boit des sodas marrons avec des étiquettes rouges et blanches, par exemple, qui donnent bonne conscience, ou quand on mange des plats allégés. Le problème, c'est que on assoiffe complètement le corps de sucre, et le corps, quand il va de nouveau rentrer en contact avec du vrai sucre, hein, du glucose, du saccharose, du fructose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer tout ça et, de peur de manquer, il va le stocker. Mm. Et le moyen que le corps a trouvé de stocker du sucre, c'est le transformer en gras. Et le foie Tout à fait. est ensuite capable de retransformer le gras en sucre en fonction des besoins. Et c'est là où Donc, on se retrouve parfois avec des personnes, avec de plus en plus de personnes d'ailleurs, qui ont ce qu'on appelle le foie gras et qui est donc aujourd'hui une maladie qu'on retrouve de plus en plus suite à nos modes de vie et à notre façon de nous alimenter aujourd'hui qu'on nous propose. Donc il faut vraiment essayer d'être vigilant, tout simplement, et de bien faire attention dès les courses. Tu as tout à fait raison. absolument. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, des enfants, des adolescents sont touchés par des cirrhoses qui ne sont pas des cirrhoses alcooliques qu'on trouve chez les adultes qui têtent un petit peu trop, mais des cirrhoses dues à l'excès de sucre. 15% des enfants, des jeunes Français aujourd'hui sont en surcharge pondérale. Un petit 8 à 10% frôle l'obésité. C'est monstrueux. Nous préparons des générations de diabétiques. Et le diabète n'est pas une maladie anodine, c'est pas un rhume. Le diabète est une maladie grave. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que tu prépares un livre pour parler un petit peu de tout ça. Absolument, Voilà. absolument. Donc, Ouais. Il y, a, donc, il y en a un. j'ai quand même un scoop, voilà, à vous annoncer. Et on en Voilà, reparlera au moment où tu vas le sortir. où ça sortira. Alors, il y en a même deux. Il y en a un qui est, dont le manuscrit est terminé, D'accord. euh, qui n'est pas encore passé euh, par les machines d'impression. Et puis un deuxième en écriture. Les deux sont à destination du grand public sur le sujet dentaire. Voilà, on en reparlera en Tout temps à fait. voulu, mais effectivement, c'est aussi l'écriture, la rédaction de contenu est aussi un de mes grands plaisirs, un de mes loisirs. Et effectivement, Oui, je sais que j'aime pas tu rédiges beaucoup effectivement pour des magazines, je crois, et pour Internet aussi, c'est ça? pour Internet, pour des entreprises du secteur dentaire aussi. D'accord. Ok. Voilà, hein, Alors si sur les, j'en sur, profite tout de suite pour vous dire que si vous voulez retrouver donc François Thibault, donc c'est sur LinkedIn parce il est comme moi un petit peu hyperactif sur ce réseau-là et tout à fait. Et vous trouverez des photos absolument extraordinaires donc qui sont très parlantes et que j'aime beaucoup. Donc bien entendu le lien vous le retrouverez en bas de la vidéo donc une fois qu'elle sera en ligne. Donc n'hésitez pas à le contacter soit si vous avez besoin de lui
pour de la rédaction, soit effectivement pour le suivre et poursuivre son actualité, parce que il est comme moi dans la prévention, et la prévention pour moi, elle est primordiale, parce que ça permet quand même, il est quand même plus intéressant d'avoir une vie longue et en bonne santé, plutôt que d'avoir une vie longue et dont une grande partie soit couchée, alitée, voilà, avec plein enfin, pas pouvoir profiter de ces jours. Et il tient aussi, bien entendu, des fois c'est pas possible, mais il tient aussi, on sait, pour grande part de la prévention de ce qu'on en fait. Voilà. Donc là-dessus, c'est très important. Eh bien, Ne écoutez, faut oui, pas, et qu'il ne faut pas attendre d'aller mal c'est ou ça. bien pour aller mieux. Ah oui, ah, tu peux la refaire celle-là, s'il te plaît, parce que j'aime beaucoup. Ça ne sert à rien d'attendre d'aller mal et à ce moment-là, prendre des moyens coercitifs ou bien dans l'espoir pour aller mieux. Hein. Et Tout à fait. la prévention, c'est dans le quotidien, c'est tout de suite, c'est dans les petits gestes. Et je le redis, c'est dans l'état d'esprit. C'est aussi remercier et honorer cette machine formidable qu'on habite tout au long de la vie. Hein. On va finir donc par une dernière question qui est donc le microbiote buccal. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce fameux microbiote buccal dont on parle beaucoup. Alors, dont on parle beaucoup, mais qu'on ignore complètement. Mhm. Hein, la bouche est la porte d'entrée de l'alimentation. C'est aussi, quand on respire par la bouche, une porte d'entrée aérienne. Tout ce petit monde comporte des milliards et des milliards de bactéries. Après un excellent brossage très qualitatif, il reste encore 60 milliards de bactéries dans la bouche. Ah oui, quand même. Donc, ça fait du monde. La contamination bactérienne démarre au moment de l'accouchement et on va profiter du microbiote vaginal de la maman au moment du passage. Ce qui, malheureusement, ne se fait pas quand une césarienne a été pratiquée. Hein, mais le microbiote de base, c'est vraiment le microbiote vaginal qui va ensuite se développer par les tétines, le sein, par les petits pots, par l'alimentation, par l'air qu'on respire, par les ongles qu'on mange. Et tout ça va donc constituer un microbiote, des colonies bactériennes. Alors, il y a eu entre 700 et 800 espèces de bactéries différentes qui peuvent coloniser une bouche. À l'état normal, un humain comporte environ entre 200 et 300 espèces de bactéries différentes. Ces bactéries sont là pour protéger le milieu buccal, les muqueuses buccales et le début du tractus oro-œsophagien. Toutes ces bactéries vivent tranquillement, se nourrissent aussi de l'alimentation qu'on peut apporter. Dans certains cas, un déséquilibre peut se faire et à ce moment-là, certaines bactéries virulentes, hein, qu'on appelle aussi les bactéries saprophytes, vont créer une dysbiose, mot que tu connais bien, Hicham, vont créer une dysbiose, un déséquilibre qui va avoir plein de conséquences sur la bouche, avec des caries, hein, pour certains types de bactéries, des problèmes de gencives qui sont réversibles, ou des problèmes de déchaussement, on appelle ça de la parodontite, qui là est irréversible, certaines bactéries encore. Quand il commence à y avoir des problèmes de gencives ou des gros trous dans les dents, ça va arriver sur les vaisseaux sanguins. Les bactéries vont alors passer, et c'est la voie d'entrée principale des bactéries dans le corps. Elles vont donc rentrer par tout le système sanguin et contaminer l'ensemble du corps. Alors, pas tout en même temps, heureusement, mais quand il y a contamination comme ça, il y a des organes cibles et ça peut toucher le pancréas, ça peut toucher les articulations, ça peut toucher le cœur. Hein, Oui, certaines personnes
qui ont eu des pontages ou qui sont appareillés avec une pile savent qu'ils doivent dire à leur dentiste qu'ils ont eu une intervention au niveau du cœur, hein, ça le risque oscillérien qui est bien connu maintenant. Ça va jusqu'à certaines bactéries que l'on retrouve dans le cerveau de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, bactéries que l'on ne retrouve que dans les poches parodontales, donc ces petites poches qui se forment entre la gencive et la dent au moment du déchaussement. C'est dire l'importance que les invasions bactériennes virulentes peuvent avoir et les conséquences sur l'ensemble du corps. Ça a l'influence sur le diabète aussi, ça a l'influence sur les poumons, sur les intestins, tout le microbiote intestinal au début est constitué par le microbiote buccal. Donc ouais, très important. Je sens, Hicham, que tu vas me demander quelles sont les influences qui peuvent perturber le microbiote buccal. Alors, effectivement, c'est bien ce que je compte te demander. Alors oui, tout à fait. Donc j'allais justement te poser la question parce que du coup, bah, ça m'y a fait penser et c'est important. Alors quels sont donc les facteurs de déséquilibre donc au niveau de ce microbiote qui peuvent influer positivement ou négativement d'ailleurs. Alors quand déséquilibre c'est plutôt négatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît? Ouais, alors le microbiote, c'est quand même une bonne équipe de braves mecs hein, qui font du bon boulot. J'aime bien l'image. Mais effectivement, c'est quand même très facile de les déséquilibrer. Alors l'ennemi principal, ça va être évidemment la mauvaise alimentation, hein, avec des abus de sucre qui vont nourrir certaines bactéries, certains virus ou certains champignons que l'on retrouve dans l'intestin aussi. Je pense notamment au Candida albicans, qui est quand même une vaste cochonnerie et puis qui peut vraiment affecter le quotidien. Donc l'alimentation, une mauvaise eau, j'en parlais tout à l'heure, hein, des eaux trop chlorées ou encore trop chimiques ou des eaux minérales trop acides. Évidemment, une mauvaise hygiène. Hein, si on ne se nettoie pas suffisamment les dents, alors j'aime pas le terme de brossage. J'aime pas dire brossez-vous bien les dents. J'aime dire balayez-vous bien les dents. Et je trouve que l'image du balayage, du sweep sur les dents est beaucoup plus parlante et c'est vraiment comme ça qu'il faut envisager le nettoyage. Bien nettoyer aussi les petites niches entre les dents, hein, les espaces interdentaires. C'est là où vont aller se planquer tout un tas de bactéries, notamment anaérobies, des bactéries qui vivent donc sans oxygène et qui sont extrêmement virulentes. Alors, juste une question qui me vient là à l'esprit au niveau donc pour aller toucher ces bactéries anaérobies, est-ce que le bon moyen, ça serait pas les bains de bouche? Alors, non, je vais en parler après. Ok, Justement, les bains de d'accord. bouche peuvent être beaucoup plus toxiques Oui, c'est bien. qu'on ne pense. Oui, Pour aller nettoyer les espaces interdentaires, des méthodes mécaniques très simples, c'est le fil dentaire sur des petites fourchettes oui, d'accord. très pratiques à utiliser. Qu'on retrouve en C'est le pharmacie? qu'on retrouve en pharmacie. Notamment, et je vais les citer parce que le produit est tout à fait chouette. Je les utilise personnellement. Ce sont les fils dentaires de chez Neopulse. D'accord. Voilà, C'est dans fait. toutes les. Voilà. Volontaire Néopus. Mais bon, quand les produits sont bons, faut Bon, savoir en parler aussi. d'accord. Donc ouais, le fil dentaire, le jet dentaire, les brossettes interdentaires quand les espaces sont suffisamment larges. Si ça force un peu ou si ça ne force pas du tout, les brossettes ne sont pas bonnes. Ok. Hein, donc fil, jet dentaire ou brossette pour nettoyer les espaces. On se brosse la langue aussi. J'aime pas trop les racleurs de langue qui D'accord. peuvent abîmer les papilles, mais
avec la brosse à dents, ça fonctionne très bien. Plutôt le soir, parce que le matin, la langue qui n'a pas bougé de la nuit est très réflexe. D'accord. Et à ce moment-là, le risque est grand de voir repasser le petit déjeuner dans l'autre sens. D'accord. OK. Ça serait dommage. Ou alors, Très comme bien. disait Jean-Yann, quand on sait qu'on va vomir, faut manger des jolies choses, parce qu'on va les voir repasser. Excellent. Une question me vient là, tant qu'on y est, au niveau donc du brossage. Moi, j'utilise depuis quelque temps déjà une brossette électrique et j'aimerais savoir si je fais bien ou pas. Moi, je ne suis pas pour le tout électrique. D'accord? J'aime l'alternance entre une brosse à dents manuelle à petite tête et je préconise toujours chez les adultes des brosses à dents enfants ou adolescents. Hein, pour les catégories 7-12 ans, la taille de la brosse à dents est parfaite. Plus l'outil est petit, plus le boulot est précis. Ok, Hein, c'est d'accord, encore une c'est fois bon à du bon savoir. sens. Ok, Et puis, une alternance avec une brosse à dents sonique plutôt qu'électrique. Quelle est la différence? Une brosse à dents électrique va avoir un mouvement rotatif ou oscillobattant, alors qu'une brosse à dents sonique a un mouvement vibratoire et s'utilise comme une brosse à dents manuelle. ok, d'accord. Et avec modération, parce que si on l'emploie bien de la gencive vers la dent, c'est tellement efficace que ça peut créer des sensibilités. C'est là où il est bon de D'accord. revenir à un brossage manuel qui sera plus doux, plus tempéré. Alors, quel est le bon pourcentage? 50-50? 50-50, après, faut suivre son intuition et puis ses sensations. Hein, si en D'accord. passant la langue, on sent que c'est pas net, on passe à la sonique. Voilà, il y a pas de recette précise. C'est pas 3 minutes par jour, matin, midi et soir. Ça peut être 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Certains vont être plus efficaces que d'autres. Mhm. Après, s'il y a moins de dents, ça va plus vite aussi. Hein. C'est vrai. Je confirme. C'est, Je hein, confirme. c'est un petit peu logique. C'est Hein, vrai. la maison, plus elle est grande, plus le ménage est long à faire. C'est vrai. Voilà, alors dans les autres influences qu'on peut retrouver, c'est l'antibiotique, quand il y a des traitements antibiotiques qui sont pris. Mhm. Là, ça bousille complètement le microbiote buccal et Oui, intestinal exact. Oui. et vaginal aussi. Tout à fait. Donc là, il est bon pendant le traitement de se protéger avec de l'ultralevure ou faire des cures de probiotiques Ouais. à la suite Adapté. d'un traitement antibio. Voilà, mais j'ai une préconisation particulière pour un traitement de probiotiques buccal, hein, qu'on pourra mettre éventuellement dans la description Oui, si c'est possible. d'accord. Ok. Entendu. Produit intéressant, spécifiquement adapté au milieu buccal et avec les bons lactobacilles. Ok, super. Euh, en influence négative, on va trouver aussi le stress, hein, par les décharges hormonales que ça peut provoquer. Hein, ça va être néfaste Décidément, le stress joue sur énormément de mécanismes, hein. C'est énormément, extraordinaire. Extraordinaire. énormément par l'adrénaline, par le cortisol. Mm. Alors il y a du stress moteur et qui lui est positif, mais il y a un stress négatif aussi que l'on subit. C'est lui qu'il faut savoir gérer pour effectivement diminuer les conséquences sur l'organisme. Euh, l'alcool, l'alcool est très néfaste pour les colonies bactériennes. Euh, alors, tu parlais des bains de Justement, bouche. voilà, c'est là, on saute tout de suite sur les bains de bouche, n'est-ce pas? C'est ça? Voilà. Dans les bains de bouche, certains bains de bouche contiennent de l'alcool. D'autres bains de bouche n'en contiennent pas, mais contiennent des antibactériens majeurs qui sont des antibiotiques aussi. D'où l'idée de ne pas utiliser de bain de bouche au long cours, pensant bien faire pour garder une bonne haleine. Même les produits de la grande distribution qui contiennent des antiseptiques, donc qui sont plus doux, hein, et c'est très souvent du triclosan.
qui est néfaste par ailleurs pour d'autres raisons. Oui. Mais voilà, le microbiote buccal est un milieu fragile qu'il faut savoir préserver. Donc les bains de bouche que quelques jours en traitement sur prescription et après on arrête, c'est fini. D'accord. Ok. La quantité de salive, la quantité et la qualité de la salive va évidemment avoir un rôle sur l'entretien du microbiote. Donc s'hydrater correctement tout au long de la journée. Et puis malheureusement chez certaines personnes qui sont affectées par des syndromes type Gouge-Rochegraine ou qui ont subi de la chimio ou de la radiothérapie dans les cas de cancer oropharyngé, là les glandes salivaires sont stérilisées, elles fonctionnent quasiment plus. Bon, là il y a des substituts qui peuvent aider à recréer une salive artificielle. C'est très important pour le microbiote. Et puis, je terminerai par l'ennemi public numéro 1 des dents, des gencives et du microbiote, le tabac. D'accord. Le tabac, je dis souvent que entre ces dents ou le tabac, il faut choisir. Ouais. On peut pas avoir les deux en même temps. Souvent d'ailleurs, c'est pas qu'entre ses dents, c'est aussi entre sa santé et le tabac. Évidemment, Tout à fait, oui. évidemment, Alors effectivement, évidemment. on Hein, ne mais stigmatise pas les gens qui fument, hein, loin de là, mais simplement on dit que bah il faut mener la réflexion. Oui, donc on disait effectivement, on n'est pas là pour stigmatiser les personnes qui fument, mais simplement pour leur dire voilà, menez la réflexion. Est-ce que voilà, la cigarette au long cours, c'est pas quelque chose à laquelle il faudra que je réfléchisse? Et on sait que la personne qui va arrêter de fumer, c'est celle qui va décider d'arrêter de fumer. C'est pas nous en le disant qui vont. Voilà, absolument. ça a Tout, très peu tout le d'influence. monde, Mais pensez-y, c'est vraiment quelque chose qui au long cours est délétère pour votre santé. Même si effectivement il y a des effets de mode, il y a des effets, enfin, etc. Et puis quand on commence, c'est pas toujours facile d'arrêter. J'en sais quelque chose, hein, donc je suis concerné, donc voilà. Et j'en suis sorti. On peut en sortir, il n'y a aucun problème avec un peu de volonté et à condition de le vouloir. Moi, j'avais une question qui me brûle un petit peu la lèvre, c'est du coup au niveau des dentifrices. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières? Par exemple, je sais qu'il y a des personnes, et c'est mon cas, moi, le tartre ici, malheureusement, il se fabrique très très facilement. J'ai beau me laver, etc. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des dentifrices un peu plus spécialisés ou plus concentré ou plus en certaines substances qui ferait que ça aiderait effectivement à éviter ou d'avoir autant donc alors bien sûr je vais régulièrement chez le dentiste pour enlever il y a pas d'autre solution mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens puisqu'on est dans la prévention de prévenir au niveau des dentifrices? Alors, le sujet des dentifrices est simple et délicat en même temps. Moi, je considère que le dentifrice, c'est un savon. Ce qui compte dans le brossage, c'est le brossage. Je n'aime pas beaucoup le fluor, qui, selon l'OMS, toujours fait partie des 10 molécules à risque et qui est classé aujourd'hui dans les perturbateurs endocriniens et qui, au niveau de l'émail, entretient l'émail dans une forme d'immaturité. Assez bizarrement, pour faire très court, le fluor est capable de prendre la place du calcium quand il est appliqué sur les dents au moment de la formation de la couche d'émail, mais bloque sa construction. Avec le turnover au fil des années, quand le fluor disparaît de l'émail, la couche d'émail se retrouve au stade primaire de son immaturité. Paradoxalement, 15 ans après, l'émail est donc plus tendre qu'il ne l'était à l'origine. Donc le fluor, on n'a pas, comment je pourrais dire, on n'a pas de caries parce qu'on manque de fluor. On a des caries parce qu'on a une mauvaise alimentation et une mauvaise hygiène. C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher à midi à 14 heures. Okay. Pour revenir à ta question sur les dentifrices, bon, il peut être intéressant de temps en temps d'utiliser des dentifrices désensibilisants. Après, des dentifrices anti-tartre, je n'en connais pas. Ça n'existe pas.
Comme Ou ça, alors, s'il le, comme ça, c'est répandu. il le revendique sur l'emballage, c'est faux. Ok, Ça n'existe pas. S'il y a du tartre, c'est la conjonction d'une salive qui est un peu trop calcaire, mais c'est pas plus mal parce que ça tamponne, ça protège contre l'acidité, associé à une hygiène qui n'est pas forcément hyper pertinente dans les petites niches entre les dents. d'accord. Ça peut donc aussi Ça venir de la autorise, forme c'est vrai. des dents, d'où l'utilisation d'accessoires pour aller dans les espaces et éliminer cette plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est cet enduit blanchâtre quand on le racle qui sent pas très bon. C'est lui qui va se calcifier au bout de quelques jours et qui va créer le tartre. Hein, D'accord. le tartre n'arrive pas comme ça brutalement. Donc le dentifrice, ouais, c'est un savon. Ok, C'est un savon, c'est bon. Ok. c'est pas lui qui fait le brossage. Hein, et si des enfants écoutent ce dialogue qu'on peut avoir, de mettre du dentifrice sur les dents avec son doigt pour faire croire aux parents qu'on s'est lavé les dents, ça n'a aucun intérêt, aucun effet. Attention, hein, on vous surveille. Hein. On l'a fait Regardez avant vous. comment. On l'a fait avant vous. On l'a fait, oui, on connaît le coup. Hein. Ok. Alors, je vais revenir au microbiote intestinal et du coup, alors comment faire pour le protéger? Donc, on a bien compris déjà effectivement tout ce qui pouvait être délétère et tout ce qui pouvait le dégrader. Et il y a beaucoup de choses donc le stress et tout ce que tu as cité avant et je te remercie. C'est vraiment très intéressant. Et donc, du coup, pour protéger notre muqueuse buccale et notre microbiote, quels sont les bons gestes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux clés principales, il y a des clés accessoires, mais les deux clés principales, hygiène, alimentation. Très En bien. reprenant tout ce qu'on a pu évoquer au cours de cet entretien. D'accord. Et donc Il y justement, a je profite pour rebondir simplement sur ce que tu disais. On nous a fait croire depuis très longtemps que le problème c'était le gras. Or, le vrai problème c'est le sucre. Maintenant, il faut le dire. Je pense que tout il le faut monde est d'accord savoir, pour le dire aujourd'hui. Enfin, il faut, quand on il faut s'intéresse au sucre. savoir que un major de la fabrication du sucre aux États-Unis a diligenté dans les années 50 une méga étude, une fausse méga étude pour vilipender le gras et dire que le gras c'était mauvais. Quelques années après sont apparus aux États-Unis tous les produits diet euh, pauvres en sucre ou aspartamés à bloc. Mais tout ça a été créé par une entreprise qui fabrique du sucre. Le D'accord. gras est bon. Si on consomme du gras au petit déjeuner, il est brûlé dans la journée. C'est ça. Si Alors on consomme le bon gras, attention, du bon je gras, module voilà, un petit peu le bon gras, pas le gras transformé. Voilà. Et des voilà. gras non saturés, Voilà, évidemment. gras non saturé, le bon gras. Mais je pense j'inviterai sûrement quelqu'un qui viendra bien poser les choses au niveau du Bien gras, cadrer les choses sur bien le gras, cadrer bien les sûr. choses. Attention, hein, le gras, on en rediscutera. C'est pas tous les gras qui sont bons, mais le gras en général, c'est pas quelque chose de forcément toujours mauvais. Euh, Voilà, mais tu as raison de le dire. Avec le tabac, l'ennemi public numéro un ex aequo, aujourd'hui, c'est le sucre. En 1850, alors la production était moins facile aussi, mais en 1850, un Français qui avait un petit peu de moyens consommait entre 300 et 500 grammes de sucre par an. Aujourd'hui, un Français moyen consomme 35 kilos oh, de sucre par an. Un Américain en consomme 150 oh là là. kilos par an. Ah bah là, c'est clair. Là, les choses sont Voilà. claires. Ça veut dire Et aussi qu'on n'a pas, on a besoin de moins d'un kilo de sucre par an. on a On dit besoin très bien. d'environ, alors, la recommandation de l'OMS, c'est 25 grammes par jour.
Voilà. c'est-à-dire tout confondu, tous les apports sucrés confondus qu'on va trouver aussi dans l'alimentation ou dans les boissons. 25 grammes, c'est l'équivalent de 5 cuillères à café rases. Voilà, de sucre. Hein, sachant que dans une danette, par exemple, yaourt au chocolat, c'est l'équivalent de 8 pierres de sucre. C'est ça. Un verre de coca, 8 pierres de sucre. Mm. C'est dit. Donc, on explose, on pète tous les scores de consommation raisonnable de sucre. Au-delà du sucre que l'on voit, il y a aussi le sucre caché. Et c'est ça aussi mais ça aussi, c'est encore un autre débat et on y reviendra. Donc, oui, effectivement. Donc, on retient donc les quatre facteurs. Donc, le sucre, donc je dis dans le désordre, on a le sucre, le tabac, l'alimentation. Et le quatrième, tu m'as dit, c'est L'hygiène. l'hygiène. Voilà. Donc, occupez-vous donc de ça, s'il vous plaît, pour pouvoir effectivement avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et surtout une bonne hygiène de votre microbiote buccal. Oui. Oui, L'hygiène globale, je parlais d'écologie tout à l'heure, l'écologie du corps commence par la bouche. d'accord, parfait. Eh bien, je crois qu'on va finir, on va clôturer cette super, vraiment intéressante discussion avec ça. Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup de tout ce que tu nous as partagé. Et puis, on se tient au courant de la suite avec toi sans aucun problème. Voilà, bah écoute, ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi, Hicham. Et puis effectivement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram. Je fais des conférences, j'écris, voilà, à la disposition de tous ceux qui ont des besoins sur le sujet. Et donc, on retrouvera les liens sur la vidéo et en partage, bien sûr, sur les réseaux. Merci à toi. Voilà. Merci, Hicham.